Yes, salut, on est en live. Hello à tous. Cool. Hey, il y a déjà Mireille, ready for the show. Et yes. Bonjour Mireille. Donc on va attendre juste une petite minute pour meubler pour que les gens se connectent parce qu'en fait les notifications viennent de se lancer. Donc je suis contente d'être avec toi en tout cas. Eh ben de même, écoute, plaisir partagé. C'est la première fois que tu utilises iCam Live, donc tu vas voir, tout va bien se passer. Je n'en doute pas, je fais confiance à ton expérience. Toi t'en es à ta deuxième. C'est ma deuxième. Voilà. Yes. Bon, Mireille, qui est une experte de l'image vidéo, va pouvoir nous dire si on passe suffisamment bien, si le format carré est respecté individuellement. Ouais, parce qu'il sera pas respecté. Et le son, Mireille, c'est bon ou pas? On a mis les écouteurs, tout ça. Moi, je les ai cachés. On les voit un petit peu. Donc, je confirme. Ok, cool. Super. Cool. Bon, bah, ça fait 1 minute. Hop là, 3 likes, merci. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si l'image, tout est bon, le son, il est bon. Donc, c'est cool. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler pitch, on va parler image. Je te laisse la parole, Anthony. C'est beau la technologie. Bah oui, ce serait bête que l'image et le son passent mal quand on a justement besoin de parler de présentation et de communication orale. Ce serait quand même un peu ballot. Ça serait un petit peu ballot. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait, le thème du jour, c'est le pitch et l'image. Donc, comment sublimer son pitch et son image pour avoir plus de quoi? D'impact et bam. Et bam. Ouais, il y a le bam en haut de moi là. Donc, pourquoi ce live en fait? Pourquoi ce live? Dis-nous tout, Anthony. Pourquoi on va faire ce live, toi et moi? Eh bien, tout simplement parce que déjà, toi et moi, parce que l'image est le bon complément du message. Mm-hmm. Je sais pas si je voulais vraiment faire une rime, mais je l'ai faite. Et que aujourd'hui, si on ne sait pas concrètement bien se présenter, que ce soit dans le cadre de son activité professionnelle ou de présenter son projet et peu importe le contexte, j'ai envie de dire que ce soit pour un business dating, lors d'un séminaire ou même d'un recrutement ou de levée de fonds, eh bien, on va perdre en efficacité et 9 fois sur 10, ce qu'on peut constater, c'est que les gens, lorsqu'ils se présentent, finalement, ils en attendent rien. Et ils ont bien raison de rien en attendre parce que s'ils ont raté leur présentation, de toute façon, il se passera rien. Donc, on est là pour renverser cette tendance-là et donner les clés d'une présentation réussie qui permet d'enclencher soit sur une prise de rendez-vous, sur une prise de commande, de recommandation ou que c'est ce que ça peut apporter en termes de business. Mais justement, c'est là qu'il faut être précis dans ce qu'on envoie extérieurement, vocalement, pour que ça fasse son effet. Tout à fait. Surtout qu'en fait, il y a une stat qu'on connaît tous et qu'on oublie tout le temps, c'est qu'on n'a que 7 secondes. Alors 7 secondes, c'est pour faire une bonne impression. C'est aussi pour faire une bonne impression dans le physique, mais aussi sur un site internet. Et 7 secondes, c'est très court. Donc d'où le pitch, parce qu'un pitch bien maîtrisé, avec un vocabulaire bien maîtrisé, et on va dire qui évoque aussi votre cible, va faire la différence. Si la personne sait quel est votre message et comprend ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous allez mettre beaucoup plus de chances de votre côté, sortir du lot, donc faire la différence et être beaucoup plus à l'aise en plus avec ce que vous faites. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'on a 2 expertises qui se ressemblent et qui se complètent aussi en même temps, parce qu'on n'est pas sur les mêmes cœurs de sujet et on va parler juste après, parce que c'est la transition. Mais qui sommes-nous? Hey, comme ça. High five. Honneur aux dames. Vas-y, Yes, Lucie. bon, moi je vais vous pitcher, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Michaud, donc marqueuse de Point Gagnant et fondatrice du site mindsetmatch.com et co-créatrice aussi du concept Le pouvoir de s'en foutre. J'accompagne les entrepreneurs, les indépendants et les atypiques aussi en devenir à créer leur image de marque, alors personnelle ou la marque produit, pour se démarquer et marquer les esprits. C'est vraiment mon leitmotiv parce qu'en fait on n'a que 7 secondes pour faire la différence. 7 secondes c'est court, donc autant faire passer les bons messages et envoyer les bons signaux pour marquer les points gagnants. Voilà. Bien dit, joli pitch. Bravo. Alors moi je suis Anthony Léger, on m'appelle aussi l'éleveur d'entrepreneurs. Ma mission c'est d'être business modeler, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à configurer leur business aussi simplement que leur smartphone. Et donc dans les méthodes que j'ai créées, notamment Pitchit, j'aide aussi les entrepreneurs à créer un message et une présentation brillante et impactante pour maximiser leurs résultats.
Du coup, on peut te retrouver, hein, donc j'ai mis le lien là, Anthony Léger, sur www.goentrepreneur.fr, et aussi télécharger ton lead magnet. Donc ton lead magnet, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut télécharger? Exactement. Et bien justement, tout simplement en rejoignant la page que tu as donnée, goentrepreneur.fr, les gens pourront télécharger mon e-book gratuitement, dans lequel je parle de pitch, bien évidemment, mais aussi de toute la préparation pour une prise de parole en public. Donc il y a pas moins de 4 méthodes et puis 25 pages de conseils pour préparer une présentation à l'oral. Cool. Et moi, on peut me retrouver alors sur mindsetetmatch.com. Il y a aussi un lead magnet, alors qui est un peu spécifique image et branding. Donc c'est penser vraiment vous différencier en imitant les autres. Donc là, on va parler de branding, d'image. Et j'ai aussi un autre lead magnet. Mais alors, pour ceux qui sont intéressés, mettez-moi un commentaire. C'est sur les 4 préférences cérébrales et pitcher un cerveau total. C'est la méthode. Voilà. Mais ça, pour ceux qui s'intéressent, mettez-moi un commentaire et je vous enverrai tout ça. Voilà. Donc, on va casser un mythe. Yes. Le mythe du pitch recyclable. Le mythe. Le Mitch, oui, je fais des mix aussi, effectivement. Non, ce que je voulais laisser entendre par là, c'est qu'on peut pas juste préparer une présentation qu'on va recycler à chaque fois, à chaque occasion, que ce soit le dimanche midi chez mamie ou pour un business dating, ou lorsqu'on présente un concours ou qu'on va voir un banquier. Ça fonctionne pas. Alors on peut bien évidemment en reprendre les clés, il y a des structures qui fonctionnent et c'est là-dessus qu'il faut se raccrocher. Mais le discours tout fait et qu'on resserre à toutes les sauces, là, il faut juste éviter ça à tout prix. Simplement parce que un pitch a un objectif bien précis et que cet objectif, il doit aussi s'adapter au contexte dans lequel on se présente et aussi au public auquel on l'adresse. Et plus on en saura, d'ailleurs, sur le public ou l'auditoire qui est en face de nous, plus on a de chances d'avoir un impact. Donc vraiment, on évite d'avoir une formule toute faite qu'on essaie d'avoir passe-partout, parce que malheureusement, c'est pas la meilleure façon de le rendre efficace. Je sais pas si tu me rejoins sur ce point, Lucie. Yes, je te rejoins. Donc ça voudrait dire en fait qu'un pitch, on peut pas pitcher pour tout le monde pareil. Donc ça veut dire que si j'ai plusieurs cibles, faut que j'ai plusieurs pitchs. C'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. Mais de la même manière qu'une communication, si on parle même publicité, on va avoir un angle d'approche pour le même sujet très différent si on s'adresse à des enfants ou à des adultes, à des hommes ou à des femmes. Et le pitch reprend la même logique tout simplement parce qu'on va pas leur dire la même chose ou leur présenter de la même manière. Yes. Et moi je suis d'accord avec ça, mais je voulais juste insister en fait. Donc un pitch égale une cible égale un objectif. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on va beaucoup plus loin, c'est de se dire mon pitch, ok, mais d'abord c'est quoi mon objectif et à qui je parle, parce qu'il faudra cibler. Donc un pitch, le pitch n'est pas recyclable. Par contre, vous pouvez avoir des bases solides. Donc ça veut dire savoir quel est votre storytelling. Gardez en fait comme ça des chiffres qui font mouche. Et ça se trouve, selon la situation, donc selon votre cible, selon votre appel à l'action, vous ne sortirez pas forcément le même chiffre ou le même argument. Parce que voilà, les arguments se suivent mais ne se ressemblent pas et ne se déclinent pas dans tous les sens. Par contre, le pitch se prépare. Donc il y a des bases. Il faut connaître votre cible, la connaître à fond la caisse en fait, parce que... Alors, je vais faire une petite aparté, mais je voudrais donner un conseil que je donne à beaucoup de clients ces derniers temps. C'est arrêter de regarder ce que font vos concurrents et faire la même chose. En fait, écoutez ce que fait et veut votre cible, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent du temps à regarder ce que font les concurrents, mais par contre, ils oublient leur cible et quand je leur pose des questions, ils me disent « mais finalement, j'en sais rien ». Donc, le temps que vous avez à regarder les autres, regardez votre cible, en fait, intéressez-vous à elle parce que c'est là-dedans que se trouvent les éléments de votre futur pitch. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Puis, excuse-moi, juste pour compléter ce que tu dis et abonder dans ton sens, c'est que si en plus on cherche à imiter ou à reproduire un petit peu ce que fait la concurrence, on en oublie d'être authentique, d'être soi-même. Et finalement, c'est ce que recherchent les personnes que vous allez chercher à séduire vous-même, c'est d'avoir quelqu'un qui reflète ce qu'il est vraiment. Donc si vous essayez de copier ce qu'il y a chez les autres, qui vous a plu et qui est peut-être très bien, très efficace, mais chez les autres, ça n'est plus vous. Donc il faut réussir à se bâtir un pitch à son image. Yes. Et je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit sur l'authenticité. Beaucoup de personnes confondent faire un pitch spontané et être authentique en disant mais moi je le prépare pas, je vais pitcher spontanément, ça sera authentique.
Non. Un pitch spontané n'est pas forcément une marque d'authenticité. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera d'image. Mais ça, c'est important. C'est pas parce qu'on est préparé qu'on n'est pas authentique. Et c'est bien le contraire, en fait, qui se passe. Mais ça, je garde ça sous le coude. Ouais, c'est clair. Mais peut-être que tout le monde connaît l'adage qui dit qui néglige de se préparer se prépare à être négligé. Et je trouve que tout est dit. C'est qu'à un moment donné, l'improvisation, elle a ses limites. Et en plus, il faut être très fort pour être capable d'improviser. Donc, je le recommande pas forcément si vous n'avez pas fait de théâtre d'improvisation ou si c'est pas une de vos qualités. Et encore, parce que même quand on fait du théâtre d'improvisation, ça veut dire que les mecs qui font de l'improvisation répètent tous les jours. Et j'adore la phrase de Winston Churchill qui dit tous mes discours improvisés sont préparés et très durement préparés. Donc ça veut dire que même l'improvisation, ça se prépare. Une personne comme Gad Elmaleh ou des comiques préparent tous les jours en fait leurs interventions. C'est pas sorti du chapeau et c'est bien de l'avoir en tête. C'est du talent. Hein. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a des techniques de rebond effectivement et en fait il y a toujours une structure qui les ramène sur leurs deux pieds. Et voilà. Il n'y a pas de secret. De toute façon, moi il y a une chose. Je crois assez peu au génie. Alors bien sûr, on en connaît quelques-uns, on peut en citer, je pense que on a pour beaucoup les mêmes références, et notamment Steve Jobs en fait partie. Ouais. Mais la plupart des gens dont on admire les grands discours, les grandes présentations, sont pas forcément des gens de génie. Sont surtout des gens qui ont appris et qui ont repris des méthodes qui fonctionnent parce qu'ils se les sont appropriées. Okay. Donc il n'y a pas de gêne à pas faire partie des génies, je pense pas en être un. Et tout simplement, quand j'ai quelque chose à faire, j'utilise des méthodes qu'elles soient les miennes parce que je les ai créées ou travaillées, ou que je les emprunte d'un autre système. Mais la meilleure façon de réussir, c'est d'emprunter des méthodes. Yes. Et du coup, pour en revenir sur le pitch n'est pas recyclable. Donc, faut faire l'effort de faire ses pitchs. Donc, je dis bien c'est parce que un pitch égale un objectif égale une cible. Parce qu'un coup, vous avez fait ce travail et travaillé avec ces méthodes de pitch. Ce qui est bien, c'est qu'après, vous allez gagner un temps fou. Vous allez gagner en confiance. Vous allez gagner, en fait, en arguments. Et ça va vous faire gagner un temps fou pour la suite. Donc, pensez pas que c'est de la perte de temps de créer son pitch. Et en disant, vous allez en gagner en faisant des choses spontanément. Bah non, parce qu'il vaut mieux perdre un peu de temps et c'est même pas de la perte de temps, mais je vais le dire comme ça. Perdre de temps à faire plusieurs pitchs et à les essayer. Parce que le jour où vous avez un investisseur devant vous et que vous arrivez à faire une levée de fonds, c'est cool. Et le jour où vous avez un super investisseur et que vous foirez votre pitch parce que par manque de préparation, que vous foirez votre levée de fonds, je pense qu'après vous en mordez les doigts. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que du coup, quand on n'est pas préparé, il suffit de la rencontre. Si on n'est pas préparé, hop. Et faut faire attention à ça. Parce que vous n'avez pas le temps et les opportunités, il faut les prendre. Mais il faut aussi être préparé à pouvoir les saisir. Mais totalement. Et en fait, c'est là où, effectivement, si on devait faire une petite définition du pitch, c'est de dépasser le stade de la présentation orale. C'est pas juste j'apprends à dire mon métier d'une certaine façon et faire en sorte que ce soit joli, que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. C'est qu'effectivement, derrière, on en attend quelque chose. On attend de pouvoir se vendre, d'attirer l'attention et qu'il se passe quelque chose, de déclencher de l'émotion chez l'autre qui va l'amener à poursuivre la discussion avec nous ou la relation commerciale. Et j'ai un cas précis en tête, une fois, pour avoir assisté effectivement au pitch d'une personne qui était devant une assemblée de business angels, qui avait créé un concept génial pour débosseler les carrosseries des voitures, qui, à défaut d'avoir vraiment travaillé sa présentation, est passé à côté sans doute de la chance de sa vie, parce que justement, alors soit il s'était pas préparé, soit il avait peut-être pas utilisé la bonne structure, mais ce qu'il y a, c'est que c'était très plat, et que il avait beau avoir un produit génial, si tu sais pas en parler, c'est cuit. Et là, en l'occurrence, il n'a pas su ni se faire comprendre, ni vendre son projet, et donc c'est passé à la trappe, quoi. C'est ça c'est super intéressant parce que je parlais avec un banquier à ce sujet en fait, et c'est marrant parce qu'on a une image des banques très 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 carrée bien sûr. Et il m'expliquait qu'il avait de temps en temps donc des personnes qui venaient avec un business model, tous les papiers, la compta, des prévisionnels. Donc un petit peu le syndrome du bon élève. Il déposait et du coup le banquier disait bon c'est cool, c'est vrai qu'on a tout, on a les chiffres, on a tous les dossiers, on a tout. Et puis à côté de ça, il y avait une autre personne qui arrivait, donc il n'y avait pas les prévisionnels, il n'y avait rien, mais en fait dans son projet il y avait 90% de storytelling. Le projet était beaucoup plus loufoque, hein.
Et le banquier me disait, bah tu vois, je préfère prendre la personne plus loufoque que la personne carrée. Et je me suis dit, waouh, comment ça se fait? Il m'a dit, bah en fait c'est simple, c'est juste de l'intelligence situationnelle. Il me dit, ok, ça peut rassurer un banquier d'avoir une tonne de papier, mais un prévisionnel n'est qu'un prévisionnel. Si la personne ne croit pas en son projet alors qu'elle a tout, eh ben l'autre peut-être n'y croira pas. Pourquoi? Pas parce que peut-être qu'on a les preuves, mais on se dit cette personne, si elle ne croit pas en son projet ou ça ne parle pas avec passion, ça veut dire que le jour où ça se passe pas comme sur le papier, est-ce qu'elle sera encore là? Si demain son business en fait rencontre des difficultés, est-ce qu'elle sera encore là cette personne? Pas forcément. Sauf que la personne qui est loufoque, celle qui a mis son projet, qui a mis toute sa passion, on se dit bah elle, ok c'est loufoque. Ok, son projet il est peut-être bizarre, mais je vais la suivre parce qu'elle a réussi à me convaincre sur ce genre de projet. Et si ça foire, le mec il va faire autre chose. Parce qu'il a cette fibre, parce qu'il a fait vivre, il a incarné son projet et son message. Et l'image, on va parler d'image après, mais le signal inconscient que ça donne, c'est que on a une personne qui croit en son projet, donc qui arrive à convaincre les autres parce qu'elle-même, elle est convaincue, et qui va se donner les moyens. Pour l'instant, elle ne sait pas comment elle va tout mettre en action, mais elle va tout faire pour mettre en action. Alors que l'autre, il a déjà travaillé tout le comment, mais par contre, il n'y a rien qui est mis en action. Donc voilà, les papiers ne sont que des papiers, donc les mots ne sont que des mots, mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment de croire en son projet. Et moi, c'est une question que j'aimerais vous poser d'ailleurs, c'est croyez-vous en votre projet? Parce qu'il est là, la première chose, si vous y croyez pas, on peut pas y croire pour vous. On peut avoir les meilleures méthodes de pitch. Si vous ne croyez pas en votre projet, moi, je peux pas y croire pour vous. Ouais, et puis on peut difficilement mentir en plus. On peut essayer de masquer des choses, on peut jouer un rôle. Déjà, encore une fois, il faut être très à l'aise pour le faire. Mais rien ne vaut un message bien incarné. Et c'est pareil, ça rejoint totalement ce que tu disais, mais aujourd'hui, c'est pas tant le message. Alors, c'est pas contraire à ce que j'ai dit juste avant. Ça complète simplement le fait que c'est pas tant le message qui compte, mais le messager. Donc, si celui qui pitch, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit manager, enfin toutes les personnes qui, même dans le cadre d'un recrutement, c'est pareil. Dans le cadre dès l'instant où on a besoin effectivement de présenter un sujet ou un projet, si on parle pas en y mettant toute sa conviction et la dimension de ce qu'on incarne, donc si on est entrepreneur, c'est finalement le charisme du leader inspirant et qui montre effectivement qu'il est capable de porter sur ses épaules un projet pour le mener le plus loin, ça le fera pas, même si le produit est génial. Moi, je me souviens un jour, mais c'était il y a longtemps, hein, mais dans le cadre de ma carrière quand j'étais salarié, j'ai remporté un entretien de recrutement et de sélection dans lequel on était je sais pas combien à postuler, tout simplement parce que, et ça je l'ai su du directeur qui me recrutait après, parce que j'étais le plus motivé. Et donc j'avais su mettre vraiment le cœur et l'énergie, même si j'avais peut-être pas le meilleur CV et qu'il y avait des gens peut-être beaucoup plus qualifiés que moi, mais s'il n'y a pas l'énergie et si on sent que la personne finalement elle est un petit peu sur la réserve, eh bien effectivement on a tendance plutôt à aller vers celui qui a tout livré et dont on va pouvoir finalement alimenter le moteur en lui donnant les quelques peu qui peut lui manquer pour faire toute la différence. C'est exactement ça. Puisqu'en fait, faut savoir que aujourd'hui, c'est prouvé, l'intelligence émotionnelle l'emporte sur le quotient intellectuel. Donc en fait, on veut des personnes qui ont du potentiel. Et peu importe les compétences, peu importe sur le CV, comme tu disais, par exemple, pour prendre le CV, hein, mais ça peut être un pitch, on peut avoir un pitch parfait, un CV parfait. S'il n'y a pas ce truc, s'il n'y a pas ce feu sacré, s'il n'y a pas cette flamme, cette étincelle, les gens vous suivront pas. Par contre, il peut avoir un pitch un peu moins bien fait et la personne on parlera avec passion. Mais on va dire le combo gagnant, c'est d'avoir le pitch qui parle directement à l'esprit de votre cible et en plus qui va être incarné. Et c'est ça en fait, c'est le sujet du jour en fait, d'avoir un pitch gagnant pour ensuite incarner votre message. Et moi, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ce que je dis souvent, notamment les personnes de la branding session entendent le dire souvent, c'est que moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un message authentique. Et je demande aux personnes d'avoir un message authentique. Nous ne sommes que les messagers. Donc ça veut dire que on peut utiliser nos multiples facettes pour faire passer un message, se donner tous les moyens pour faire passer un message. Mais le but, c'est ce message, c'est ça qu'on doit aller défendre en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de pitch et de pitch gagnant et de préparation, parce que la préparation, c'est quand même 90% du succès.
Et du coup, on va se dire, mais l'image dans tout ça, parce que je gardais ça sous le coude. Donc, pourquoi moi j'aime en fait cette idée méthodique d'avoir un pitch préparé, un pitch par cible et un pitch avec un objectif. Parce que une fois que vous avez fait ce travail, ce qui est cool, c'est que votre inconscient, en fait, il va commencer à connaître votre pitch. Je dirais pas par cœur, mais il connaît l'histoire. Donc en fait, quand vous allez pitcher, vous avez juste à parler avec passion et incarner votre message. Donc attention au choix des mots, parce qu'en fait, ça va avoir on va dire une incidence sur votre image. Une personne qui n'est pas à l'aise avec les mots de son pitch, et ça, faut faire super attention. C'est pour ça que je vous dis, faites pas comme les autres. Si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a un mot qui ne résonne pas, ne le dites pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, c'est l'inconscient qui décide de tout, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le mot, ça va se voir. Votre bouche, votre nez, vos yeux, vous allez avoir le regard fuyant, vous allez peut-être vous savez, quand on pitch, parfois on n'est pas sûr de nous, on va se toucher les cheveux, on va se gratter le nez, on va commencer à mettre plein de warnings. Donc ça, c'est transparent parce qu'on est humain. Mais en fait, le cerveau de l'autre va regarder. Et si vous pitchez, que vous commencez à vous gratter, que vous regardez par terre, on va se dire, c'est bête parce que peut-être qu'elle a un bon pitch, mais en fait, on ne l'écoute pas parce qu'on est en train de vous regarder. Donc c'est pour ça que si vous connaissez votre pitch et que vous l'incarnez, ça veut dire que votre gestuelle va pitcher pour vous. Donc non seulement vos mots vont être en adéquation avec vos gestes. Et là, pareil, on est dans une combinaison gagnante. Et c'est ce que font, c'est les secrets des startups qui gagnent, hein, des grosses bourses ou des levées de fonds ou même des concours. C'est parce qu'elles ont un storytelling, elles ont des chiffres qui font mouche. Ça, on le verra dans le comment après. J'en dévoile pas trop, mais un petit peu. Et le truc, c'est que voilà, elles ont compris qu'il fallait incarner et que la posture avait aussi une incidence sur le pitch. Un pitch n'est pas quelque chose d'écrit, en fait. Certes, vous l'avez à l'écrit, vous le faites à l'oral, mais vous allez aussi l'incarner et votre gestuelle va l'accompagner. C'est ce qui fait la différence entre énormément d'entrepreneurs. Où on se dit, waouh, tout est cohérent. Et en fait, si vous allez pitcher gagnant, c'est parce que votre pitch, il est cohérent. Cohérent avec vos valeurs, votre message et votre gestuelle. C'est important. Et c'est pour ça que je répète encore, si dans votre pitch actuel, hein, regardez votre pitch, si vous avez des mots sur lesquels vous dites je suis pas à l'aise avec cette phrase ou je suis pas à l'aise avec ce chiffre ou je suis pas à l'aise, changez-le parce que vous allez vous mettre en fait une grosse épine dans le pied et on n'aime pas marcher avec des épines dans le pied. Moi j'aime pas ça en tout cas. T'aimes ça toi? Du tout. Non, mais je te rejoins. Quand on est en train de pitcher, on est en représentation en fait. Et il y a une vraie dimension scénique dans le fait de pitcher. Alors surtout, tu parlais des startups. Quand on est comme ça devant une assemblée d'investisseurs ou d'entrepreneurs parce qu'on est sur un concours, on ne peut pas faire autrement que d'embarquer du monde avec soi et d'occuper la scène, d'occuper l'espace. Alors j'ai une méthode justement, et j'en parle dans mon e-book, c'est la méthode que j'appelle VRP. VRP comme voyageur, représentant, placier. En fait, c'est l'image du commercial d'antan qu'on avait. Mais derrière VRP, derrière cet acronyme, j'ai caché voix, regard, posture. Génial. Parce qu'effectivement, c'est un travail qu'on doit faire sur le positionnement de sa voix, où on la module, où on assure les mots quand on a besoin d'appuyer effectivement ce qu'on a envie de dire, une idée précise, ménager des silences pour que ça résonne vraiment et vraiment donner de l'importance à chacun de nos propos. Le regard, parce qu'il doit donner l'impression de s'adresser à chaque personne de l'assemblée, ou alors s'il y a des personnages clés qu'on peut identifier, parce qu'il y a un jury, eh bien, il faut absolument arriver à capter l'attention de ces personnes-là, et quand on les regarde dans les yeux, il se passe facilement quelque chose. Et puis la posture, bien, c'est effectivement, on parlait tout à l'heure d'incarner, on doit avoir cette dimension, on doit remplir le costume, que ce soit du leader inspirant dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment avoir cette aisance avec son sujet et son projet qui fait que ça connecte vraiment. Et il n'y a pas de chose plus importante que ça quand on attend un résultat précis de son pitch. Tout à fait. Donc tu peux nous rappeler, donc c'était voix, regard, posture. Exact. VRP. VRP, voix, regard, posture. Donc ça c'est génial, c'est un très bon conseil. Moi j'ai une technique aussi pour ceux qui pitchent en assemblée ou qui pitchent lors des soirées, ce qu'on peut appeler là des open mic ou des soirées pitch, des pitch dating, etc. S'il y a plusieurs personnes et que vous prenez le micro et que vous n'êtes pas forcément à l'aise parce que nous ne sommes pas des orateurs, l'être humain n'est pas un orateur né. En fait, quand vous allez pitcher, c'est que dès le départ,
vous allez prendre 3 points de repère. Donc en général, c'est des personnes qui sont un peu plus grandes que les autres. Naturellement, on va vers elles. Du coup, vous en prenez 3. Donc hop, on va dire un à droite, un au milieu, un à gauche. Et ça veut dire que quand vous allez pitcher, vous allez regarder toujours ces 3 personnes. Sauf que quand vous allez pitcher, les gens vont croire que vous regardez eux, alors qu'en fait, c'est que les 3 que vous allez balayer du regard. Vous allez pitcher comme si vous parliez qu'à 3 personnes, et en fait, il y en a peut-être 50, 100, 200, peu importe. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous, en fait. Et les gens vont avoir l'impression que vous regardez. Et comme ça, vous ne vous laissez pas distraire par les gens. Parfois, les gens qui parlent, qui chuchotent, ou voilà. Vous avez juste 3 points de mire. Moi, c'est ce que je faisais quand je devais pitcher ou prendre la parole devant devant des entreprises, hein, quand j'étais salariée, quand j'étais cadre. Et c'est vrai que ça m'aidait parce que je savais ce que j'allais dire, je l'ai préparé. Mais le fait d'avoir une salle, parfois, on n'est pas habitué à ça. Du coup, hop, 3 points de mire. Et du coup, les gens te disent, mais waouh, tu balayes la salle, tu parles à tout le monde. Et en fait, moi, j'avais l'impression que j'ai parlé juste à 3 personnes, choisies au hasard, en fait. Efficace. Donc, c'est très efficace et c'est une technique qu'on peut utiliser, notamment pour les startups ou les gens qui pitchent en open mic, etc., qui veulent un petit peu sortir leur zone de confort. Et finalement, ça rassure et ça fait très pro, en fait. Ouais, carrément. Je vois que VRP a bien plu, là. Merci pour vos retours. On n'a pas le temps de lire et de répondre en même temps, excusez-nous, on va essayer de le faire à la fin, il y aura une partie d'échange qui vous sera réservée. Ce que je voulais ajouter effectivement, dans cette idée d'arriver à connecter au public, il y a aussi le risque inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent parce que ils ont comme ça une sorte de facilité à s'exprimer, ou parce que, comme tu le dis souvent, le pouvoir de s'en foutre fait qu'à un moment, on laisse le jeu prendre le dessus sur l'enjeu. C'est très bien, ça a des vertus vraiment très très riches, très intéressantes. Mais il y a le risque inverse, c'est d'être dans l'excès de confiance et à un moment donné d'en faire des tonnes, d'en faire trop. Et je dis souvent, il faut respecter le bon équilibre entre confiance en soi et humilité. En n'oubliant pas que si on pitch, c'est aussi parce qu'on attend un résultat, qu'il y a des choses derrière qui sont plus que de l'ordre de la symbolique. Si on se remet face à un concours ou pour une levée de fonds, on est là, on doit être quelque part être capable de se soumettre à la critique, de l'accepter, de l'accueillir, mais aussi c'est parce qu'on a besoin des autres, on a une demande à faire. Et ça, c'est une des clés notamment d'un pitch réussi. Donc, il faut arriver à la fois à incarner le leader inspirant, et je martèle là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui aide à se positionner justement, parce qu'on doit envoyer quelque chose qui rassure, qui met en confiance, mais attention à en garder sous la pédale pour modérer un petit peu son enthousiasme et faire en sorte aussi qu'on soit capable de dépassionner un petit peu la présentation, d'être un peu plus à froid, parce que le problème c'est de s'emballer sur son sujet quand on met les tripes sur la table parce qu'on parle de son business. Ok, mais en fait, il peut y avoir des critiques à recevoir quand on évoque son business, quand on évoque son produit, et que c'est bien de pouvoir les retenir parce que c'est aussi ce qui fait avancer. Yes. Du coup, tiens, je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a une phrase d'Idriss Aberkan qui dit, en fait, faut se servir de notre ego pour servir son business. Par contre, faut pas se servir de nos business, de nos réussites pour servir notre ego. Parce que là, c'est super dangereux, en fait. On peut se prendre de l'ego, comme on dit, là, les pieds dans le tapis, l'ego dans le tapis, hein, je sais pas si ça se dit. Ouais, complètement. Et, pareil, moi, j'ai un conseil pour tu parlais du pouvoir de s'en foutre, hein, donc le regard des autres. Distinguer votre personne de votre business, ça c'est super important parce qu'en fait le fait de trop tout mélanger, ça fait que vous allez prendre les choses à cœur. Ça veut dire que si on critique votre business ou votre business model, votre business plan, vous allez dire c'est contre moi en fait. Mais non, c'est pas contre vous, c'est juste le business plan, ça n'a rien à voir avec votre personne et c'est ok. Et prendre ce recul, c'est de dire ok, c'est pas contre moi, c'est juste mon business plan. Peut-être qu'on va reprendre des choses pour la société et c'est ok. Et c'est bête, mais de prendre ce switch et de prendre son recul, ça fait voir la vie différemment. Et puis vous prenez rien personnellement, parce que c'est horrible de prendre des choses personnellement en disant je remets tout en question, ma personne, mon travail. Non, c'est pas vous qu'il faut remettre en question, c'est juste une façon de travailler ou une méthode ou quelque chose d'existant, un travail, mais c'est pas vous en fait. Donc ça c'est important. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont ce problème avec le regard des autres. Et il y a beaucoup d'égo, donc soit de l'ego sous-dimensionné ou soit surdimensionné.
Mais voilà, le fait de distinguer son business de sa personne et d'être que le messager d'un message, et c'est tout. En fait, notre job s'arrête que là. On est messager, on n'est pas le message. Donc la lumière n'est pas sur nous, mais sur le message. C'est beaucoup plus facile, et même pour vous. Vous allez prendre plus de hauteur, et vous allez aussi prendre du temps pour vous, en disant si je distingue mon business, mon pitch, mes méthodes de ma personne, ça veut dire qu'il y a un temps pour mon business, il y a un temps pour moi, et c'est ça qui va faire aussi l'équilibre et votre réussite. Et c'est important, cette nuance, de distinguer. Parce que sinon, c'est comme ça que des gens font aussi des burn-out, font se remettre en question en permanence. Et ça peut être très très difficile à vivre. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi une partie de l'image. Et c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez, en fait. Surtout chez les entrepreneurs. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et puis je trouve que si on arrive à respecter ce bon équilibre que je décrivais tout à l'heure entre confiance en soi et humilité, et qu'on se prépare à accueillir la critique, quelque part on se prépare aussi à une possible déstabilisation. Oui. Parce que le problème c'est ça aussi, c'est que pour ceux qui ont tendance, pour se rassurer, à préparer un pitch tout fait et appris par cœur, à la moindre petite pique qu'on reçoit, à la moindre question qu'on n'avait pas prévu, le grain de sable dans le rouage, c'est la cata. Derrière, on perd le fil, on ne sait plus reprendre, et du coup, on est sûr de ne pas avoir l'effet escompté, quoi. Alors que si on s'est déjà mis un petit peu dans cette prédisposition à avoir des questions, des remarques, et qu'on travaille la préparation de son pitch avec une histoire à raconter et une recette avec des ingrédients à l'intérieur, eh bien on a toujours une capacité de rebond plus facile que si on a appris bêtement un texte. Après voilà, c'est mathématique. Donc il y a deux choses. Moi c'est vrai que ce que j'aime, tout à l'heure tu parlais de représentation. Et en fait un pitch pour moi, pourquoi on va dire je préconise alors pas de le réciter et pas de le connaître par cœur, mais de le préparer. Donc ça veut dire qu'on le prépare à l'écrit, mais après on se prépare à pitcher même tout seul dans sa salle de bain ou en vidéo, juste pour donner à l'inconscient en fait les mots et la trame. Parce qu'en fait c'est l'inconscient qui parle avant notre conscience, donc ça fait flipper de se dire ça, mais se dire waouh c'est mon inconscient qui parle avant moi, flippant. Et oui c'est vrai, donc l'inconscient a déjà tout en fait. Donc si on commence à mettre des graines et à préparer un petit peu comme si on était en représentation, comme si on était un peu un comédien, quand vous allez pitcher, vous allez beaucoup plus accentuer sur la posture, avoir le regard qui ne fuit pas, avoir la voix posée, parce que quand on cherche les mots, on fait quoi ? Du coup, comme je vous disais, on a le regard fuyant, on se gratte, on a la voix qui tremblote, et en plus on a une posture qui va être un petit peu en dominé. Alors que quand on connaît ce qu'on va dire et qu'on est sûr de soi, notre posture est beaucoup plus dominante, ou en tout cas d'égal, mais on donne pas un petit peu le bâton pour se faire battre en disant ah mon pitch, je suis pas sûre de mon pitch, et on donne le bâton pour se faire battre. Donc moi je suis pas pour la récitation et par cœur, mais par contre un pitch bien maîtrisé, et bien maîtrisé pour ceux qui n'arrivent pas à retenir, faut le travailler, faut le préparer et faut s'entraîner tout simplement, c'est comme le sport. Et je voulais faire un autre bond par rapport à ça et je ne sais plus ce que je voulais dire parce que je voulais parler de représentation. Ok, et tu avais dit quelque chose comme ça, je voulais rebondir dessus. La recette, les ingrédients peut-être ? Non, pas la recette, pas les ingrédients. L'histoire, le fait de savoir raconter une histoire ? Non, pas le fait de savoir raconter l'histoire. C'était toujours sur ça, en fait, donc pas de par cœur, donc ça je suis ok. Mais par contre, je nuance pour dire qu'il faut qu'il soit préparé pour justement avoir une meilleure posture. Et j'avais juste quelque chose d'autre, mais ça va me revenir parce que ça me revient toujours. C'était peut-être dans le comment ? Non, parce que le comment, c'est ce qu'on va voir. Hop là, maintenant. Comment faire un pitch qui a de l'impact ? Parce que c'est vrai qu'on a parlé du pourquoi. Pourquoi fallait un pitch bien maîtrisé, pourquoi fallait un pitch qui parle à une cible, pourquoi fallait avoir un pitch qui a un objectif, pourquoi fallait se préparer et faire attention aussi à sa posture parce qu'il n'y a pas que le pitch dans la vie, un pitch ne fait pas tout. Donc là vous allez nous dire mais concrètement comment on fait, parce que ça en fait des choses quand même. Alors, yes. Déjà moi j'ai une question pour toi Anthony, est-ce qu'il y a des trucs à ne pas faire ? Il y a plein de trucs à pas faire, ça évidemment. Après, le problème c'est que quand on les dit, on a tendance à focaliser l'attention dessus. Alors je pense que le risque, le premier que tu as évacué, c'est de ne pas se préparer. Ça, je pense que quand on a vraiment sa préparation, déjà, on arrive un peu plus confiant, même s'il reste un petit peu de guillis dans le ventre, parce que l'exercice de prise de parole en public, c'est toujours un petit peu flippant. Au moins, on a de quoi se raccrocher. Après, je conseille toujours de démarrer par une accroche
un starter, quelque chose qui va donner le coup d'envoi. Et ça, pour le coup, on l'aura travaillé absolument par cœur. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, et je refais le lien avec les 7 secondes pour capter l'attention, si on se vautre d'entrée de jeu, parce qu'on n'a pas préparé sa petite amorce, parce qu'on n'a pas prévu la façon dont on allait s'introduire, que ce soit sur scène ou tout simplement le moment où on se lève pour se présenter, eh ben, on va pas laisser le meilleur effet. Et on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, autant commencer en faisant fort dès le début. Donc, moi, j'aide les personnes qui suivent ma formation à travailler une accroche hypnotique. Donc, et là, j'utilise des techniques qui viennent, pour le coup, du monde de l'hypnose et de la psychologie, de façon à laisser un point d'interrogation dans la tête de l'auditoire, d'emblée de jeu, pour qu'ils aient envie d'attendre jusqu'à la fin, ou au moment où dans l'histoire, dans le pitch, la réponse sera effectivement évoquée, mais quelque chose qui marque les esprits tout de suite. Et là, effectivement, on s'assure un bon démarrage parce que il y a un petit peu l'effet wow qui nous donne l'envie d'en savoir plus, quoi. Et l'erreur, si je devais en donner une, ce serait de commencer tout simplement par se présenter en disant bonjour, je suis Anthony Léger, je suis coach. Ça, c'est tellement banal que finalement, les gens, en bout de 2 secondes, ça me fait penser à The Voice. S'il y avait le buzzer, hop, tu serais jarté en 2 secondes, quoi. Donc non, il faut réussir à frapper fort plus rapidement parce qu'aussi c'est ce que les gens attendent, quoi, quelque part. Quand tu assistes à des conférences, tu as pas un conférencier qui arrive en traînant les pieds et en ayant négligé son élément de démarrage. Et si le kick-off il est bon, le reste, il n'y a pas de raison pour que ça suive pas avec la même tendance. Yes. Donc ça c'est super important l'accroche. Moi je suis d'accord avec toi parce que c'est ce que je dis toujours. Moi il me faut toujours en fait une intrigue, une découverte, une question qui va ouvrir une boucle, quelque chose qui va aller stimuler pour que la personne se dise hey là tu m'as déverrouillé. Donc c'est comme si je sais pas, je suis bien le cadenas. Voilà, c'est comme si c'était un cadenas. Voilà. Et pas mal. Je parle avec les mains, c'est le côté italien. Donc du coup, voilà, c'est comme si on allait déverrouiller en fait en se disant ça m'intéresse, ça m'attire. Donc quelque chose, bien sûr, à ne pas faire parce que je rebondis sur ce que tu as dit, c'est arrêter de vous présenter avec votre fonction ou avec votre société d'office en fait en disant par exemple tiens bonjour Lucie Michaud, je suis DRH, parce qu'en fait dans le monde du salariat, dans le monde de l'entreprise, on nous apprend à pitcher d'abord par sa fonction. Or, nous ne sommes pas une fonction et la fonction, c'est bien pour vous, mais en fait, on ne sait pas ce que ça apporte à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par une intrigue et tout de suite une promesse forte. Une promesse, c'est qu'est-ce que vous apportez aux autres. Et moi, il y a la phrase de Marguerite Duras que j'adore, c'est pour que vous vous intéressiez à moi, je dois vous parler de vous. Et en fait, un pitch, c'est exactement ça, en fait. Donc, pour ça que... par exemple, je vais reprendre mon pitch, mais voilà, quand je me présente et que je dis que j'accompagne les personnes, blablabla, à créer leur image de marque, un personnel au produit, je vais faire un blanc, c'est exprès, pour se démarquer, blanc, et marquer les esprits. Je fais beaucoup d'emphase dessus, mais je sais qu'en fait, la personne, elle va me dire, en fait, elle s'en fout de qu'est-ce que je fais dans la vie, de comment je le fais. Pour l'instant, elle va me dire, waouh, mais moi, c'est ce que j'ai besoin. Il faut que je me différencie, il faut que je sorte du lot. Et là, à l'ère du digital, c'est compliqué, j'ai beaucoup de concurrents. Comment on fait? Je veux en savoir plus. Tu fais quoi dans la vie, en fait? Et c'est après, parce que le fait que je l'ai titillé, la personne, si je lui dis, moi, en fait, je suis experte en blablabla, ça va marquer son esprit. Alors que si tout de suite, j'avais dit, bonjour, Lucie, experte en stratégie de marque. Ouais, salut, au revoir. Parce que j'ai pas compris ce que cette personne peut m'apporter. Donc c'est important, présentez-vous par, c'est comme s'il y avait un appât, c'est comme si, faut que vous vous intéressiez à l'autre tout de suite, il y a une promesse, vous parlez au vous en fait, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à cette personne et pas ce que vous faites. On n'est pas focalisé sur vous, on est focalisé sur l'autre. Ouais, exactement, il faut que l'autre se sente concerné d'emblée et puis effectivement qu'on cherche à se différencier dans notre présentation. Et ça me rappelle un jour, je faisais partie d'un BNI, donc ce club d'affaires que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Et on avait c'était au moment d'un lancement, donc on avait énormément d'invités, il y avait 150 personnes, et j'étais censé présenter les personnes de ma table. Et il y a une personne sur sa carte, elle était Credit Manager. Et je me dis, waouh, mais si je dis ça, personne ne va comprendre. Ça veut dire quoi, Credit Manager? Est-ce que ça parle aux gens?
Et en fait, en lui demandant un petit peu quelle était sa mission réelle, j'ai trouvé une petite accroche toute simple, mais qui a marqué les esprits d'emblée. J'ai dit, bon, je vais vous présenter comme une empêcheuse d'impayés. Ça l'a fait rire sur le coup, elle a dit, ouais, pourquoi pas, effectivement, c'est rigolo. Mais ça a été tellement rigolo, et elle en est venue me remercier après, que les gens sont venus naturellement vers elle, parce qu'effectivement, ils avaient des problèmes de factures impayées dans leur entreprise, et qu'ils avaient tout de suite identifié une personne qui était capable de leur résoudre ce problème, quoi. Donc, ce qu'il y a écrit sur la carte de visite ou le nom du métier, de la fonction qu'on vous donne, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il y en a tellement d'autres comme vous. Oui. Et puis parfois il y a des titres qui sont pompeux, du coup on va pas comprendre. Alors parfois c'est le mot qui fait ça, mais moi je sais que stratégie de marque c'est le nom français. Et voilà, et j'aurais aucun intérêt à pitcher comme ça. Parce que ça fait très grosse boîte, donc du coup ça peut exclure mais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de TPE. Donc voilà, c'est pour ça que je vais tout de suite dire ce que je fais, donc pas par ma fonction, mais on va dire ce que je fais et pour générer quoi. Donc tout de suite il y a cette accroche et de trouver en fait cette promesse forte que vous pouvez faire. Cette promesse forte, c'est ce que veut votre cible. Et mettez en fait le doigt dessus, mettez des mots dessus pour qu'elle ait des grands yeux en se disant mais c'est exactement ça, ou en tout cas se disent j'ai tout compris et je peux pitcher pour cette personne. Parce que, admettons, vous êtes dans un networking, si vous pitchez gagnant, que toutes les personnes comprennent ce que vous dites, ça veut dire que, même si la personne n'est pas votre cible, admettons, on va parler avec notre cible. Vous parlez avec la personne qui n'est pas votre cible, mais si elle a tout compris, elle va vous mettre en lien avec d'autres personnes. Parce qu'elle va dire, waouh, j'ai tout compris. Donc, en plus, ça rend intelligent votre audience, parce que quand on comprend tout, ça nous rend intelligent. Et c'est l'esprit, Google, Apple, de dire, tous vos concepts, toutes vos méthodes, faut que même un enfant de 5 ans puisse les comprendre. Donc ça, c'est un exercice qui est pas super facile. Moi, je m'amuse à faire ça en me disant, mais tiens, si on devait simplifier, si on devait expliquer ça à, je sais pas, à une grand-mère ou quelqu'un qui est pas du tout dans le ou quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'on fait, avec quels mots simples on pourrait pitcher. Ça, c'est un super exercice en fait. Et n'ayez pas peur d'avoir un pitch un peu bateau ou un peu bébé. Parce que de simplifier le vocabulaire, parfois vous avez juste tous les verrous du cerveau qui s'ouvrent et les gens se disent mais voilà, j'ai tout compris, c'est génial ce que tu fais. Alors qu'avec un mot un peu plus jargonné, un peu plus expert, vous allez en perdre beaucoup. Donc le vocabulaire est très important. Exactement. Tu as donné, tu vois, une des erreurs à éviter que je cite très souvent. Effectivement, c'est pas parler technique, faire simple, éviter d'être trop cérébral. Bien sûr, il y a aussi le rythme qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est très important de poser le rythme et d'être calme parce que si on débite son speech à toute allure, déjà, on va pas forcément respecter le timing qu'on nous a donné et puis on risque de lasser un petit peu l'auditoire. Et puis, il y a, bien sûr, mais ça rejoint un petit peu l'idée que tu évoquais tout à l'heure, pas focaliser sur vous, sur votre produit, mais bien avoir un discours qui s'adresse à la problématique que vous résolvez pour votre interlocuteur, pour la personne devant laquelle vous pitchez. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet la connexion avec votre public et d'avoir vraiment justement ce lien qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une identification entre cette personne parle pour moi parce qu'elle parle d'un sujet qui me concerne ou en tout cas, je peux directement avoir besoin de ses services. Et ça, c'est très important. Yes. Est-ce que tu avais une autre astuce ou pas? Moi, j'en ai une là. Il y en a plein après par laquelle commencer. Enfin, ce que j'ai envie de dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais c'est sans doute par méconnaissance, c'est qu'un pitch doit toujours se terminer par un appel à l'action. Alors, on parle beaucoup d'appel à l'action quand on est sur... ceux qui connaissent bien ça sont les web designers, souvent, parce qu'effectivement, quand on crée des pages internet, des pages de vente notamment, ou qu'on a une boutique en ligne, eh bien, on va avoir des boutons d'appel à l'action comme acheter, commander en ligne, commander maintenant, etc. Donc ça, c'est tout simplement pour rappeler aux gens qu'il y a une action à engager. Mais c'est exactement de la même manière à l'oral. Si on ne dit pas ce qu'on attend des gens et ce qu'on les invite à faire, croyez-moi, il se passera rien. Au mieux, on aura des applaudissements ou je ne sais quoi, ou peut-être des remerciements, mais si vraiment on veut aller dans l'axe de notre objectif,
eh bien il faut que la fin donne le ton, quoi. Si c'est obtenir des recommandations, eh bien c'est directement demander avec qui vous cherchez à être mis en relation. Si c'est pour une levée de fonds, dites de combien vous avez besoin et quelle est la contrepartie que vous allez offrir. Si c'est pour enclencher une commande, eh bien exprimez-le directement, dites quelle est l'offre sur laquelle vous êtes venu pitcher et quelle est la contrepartie que vous offrez. Parce qu'il faut aussi susciter l'envie. Donc si ça reste quelque chose de tout à fait normal, eh bien vous n'allez pas engager l'action. Donc il faut travailler aussi une formule promotionnelle, quelque chose qui, sans avoir l'air d'être une action commerciale, en a les mêmes finalités de toute façon. Là, on a Nicolas qui nous dit promesse forte, je rame toujours un peu avec ça. Et c'est vrai qu'elle c'est pas le seul, parce que c'est vrai que la promesse forte, quand j'en parle, on me dit waouh, c'est super dur parce que soit j'ai trop de choses à dire et dans un pitch ça rentre pas, ou soit, alors il y a des personnes qui n'arrivent pas en fait aussi à, en fait elles ont l'impression que c'est un peu pompeux. Elles se disent, alors moi c'est des gens que j'accompagne me disent ah mais je peux pas dire ça, ça fait prétentieux, ça fait un peu pompeux, ça fait un peu où il y en a qui vont se servir de ce que fait la concurrence en disant bah dans notre domaine, nous on a coutume de dire ça donc on va pas oser se différencier. Et moi pour une promesse forte, alors pour quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa promesse forte ou qui hésite, moi j'aime bien c'est faire des brainstorming un peu en mode pas d'autocensure en disant mais c'est quoi ma promesse, c'est qu'est-ce que je peux promettre aux personnes, c'est quoi mes forces et je les aide à faire quoi en fait, c'est quoi leur point A, c'est quoi leur point B, parce qu'en fait c'est le point B qu'on va mettre en avant. Donc se dire, vous prenez une feuille de papier ou des post-it, vous le faites ou peu importe, vous le faites à votre façon. Moi j'adore les post-it pour brainstormer. Je prends un mur blanc, des post-it et pas d'autocensure et je me dis on va dire mes clients, mes prospects, ils en sont où, c'est quoi leur point A, c'est quoi leur problème à la base et ils ont besoin de moi pour aller où, c'est quoi leur point B. Et du coup je vais me dire tiens, en fait c'est ce point B que je vais mettre en avant parce que je vais pas mettre leurs problèmes en avant, ils les connaissent. Mais par contre, je vais leur mettre la projection. La promesse forte, c'est vraiment la projection. Et il faut en mettre plusieurs. Et dans ce cas-là, elle est testée. Et après, on va pouvoir palper. Et moi, c'est comme ça que j'ai palpé le démarquez-vous et marquez les esprits, parce que je voulais rester dans la marque. Et je me suis même dit, mais en fait, c'est un peu bébé, c'est un peu bateau, démarquez-vous, marquez les esprits. Et finalement, quand je pitchais ça, tout le monde comprenait. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde comprend. Et je me suis dit, pourquoi je vais essayer d'inventer, réinventer l'eau chaude, réinventer la roue, alors que là j'ai un mot simple que voilà, il y a cet esprit marque qui fait de l'ancrage et que voilà, si tout le monde comprend, c'est ça. Et après moi je joue de cette phrase et je la mets partout. Donc c'est vrai que du coup quand je le dis, à un moment donné ça devient super cohérent parce que je me la suis appropriée. Donc la promesse forte, mettez pas des mots qui ne vous ressemblent pas, mettez pas une promesse où vous dites waouh, c'est pas ça me ressemble pas, c'est pas moi, vous le virez. Mettez une phrase peut-être, essayez avec des mots simples. Essayez avec une expression. Vous dites toujours, voilà, dites-vous, c'est quoi ce point B? Où est-ce que j'emmène les personnes? Comment elles sont transformées? C'est quoi la sensation qu'ils doivent ressentir une fois qu'ils ont eu mon accompagnement, mon produit ou mon service? C'est quoi en fait que je fais? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une émotion dessus? Est-ce qu'il y a une sensation? C'est quel est le résultat? Et quel est l'effet du résultat? Parce que souvent on s'arrête au résultat, mais le résultat on s'en fout. C'est ce qui se passe après qui est important. On prend souvent le cas de la perceuse, on se dit la perceuse c'est pour faire un trou. Ouais, mais le trou on s'en fout. Si c'est pour accrocher le portrait du bébé, est-ce que c'est pour monter un meuble, est-ce que c'est pour monter notre chambre? La perceuse va beaucoup plus loin. Donc c'est pas que pour faire un trou. Donc cette métaphore, gardez-la en tête. Dites-vous, ok, je vais faire un trou, mais c'est quoi après? C'est quoi l'effet du résultat en fait? Qu'est-ce que t'as inventé une nouvelle méthode. Non, la métaphore de la perceuse. Non, elle est connue cette métaphore de la perceuse. J'ai pas la prétention de le. Elle est très très connue. C'est vrai que pour les gens qui lisent le Mercator, dans le Mercator, je crois qu'on en parle. C'est que voilà, c'est pas forcément de se dire la perceuse. Ok, on pense au trou, mais c'est après le trou, ça génère quoi? Parce qu'on veut pas faire qu'un trou, on veut faire autre chose. Parce que si on achète des perceuses pour faire des trous, ça serait super bizarre quand même. Ouais. Alors, tu as utilisé en fait une formulation qui est la plus simple, mais sans doute la plus juste pour faire un pitch efficace. Et dans les différents scripts, les différentes structures de pitch que j'apporte à mes clients, il y en a une que j'appelle le pitch minimaliste, et on l'a fait démarrer par le verbe aider. Parce que, en fait, de ce verbe-là découle tout le reste. Si je dis mes produits aident mes clients à, et tout de suite, je vais trouver la formule qui parle effectivement du bénéfice que je leur apporte.
Et ça, c'est une clé vraiment du succès d'un pitch, c'est pour que ça touche les gens, et on parlait du cerveau émotionnel, on est en plein dedans, c'est parler bénéfice client. Et le verbe aider à est vraiment là pour nous aider effectivement à le faire très précisément, sans avoir à inventer une formule complexe. Donc, une formule en mes produits aident mes clients à ou qui veulent ceci, tout en évitant cela, par exemple, ça c'est une formule toute simple, mais qui fait effet à tous les coups. Et tu parlais tout à l'heure de faire simple, d'éviter le jargon technique, etc. Il y a un exercice à faire. Il y a des scripts quand on cherche à lever des fonds, effectivement, il faut quand même avoir un pitch assez élaboré et un certain nombre d'ingrédients à mettre dans sa présentation, sans quoi il va manquer des informations cruciales pour des futurs investisseurs. Et le risque, c'est d'en faire trop, d'en mettre des tonnes, de donner une quantité de détails dont les gens n'ont pas besoin finalement pour prendre leur décision. Oui. Souvent, je fais couper en deux le niveau de détail qui est donné à mes clients. Et quand ils pensent qu'on a réussi et qu'on a la bonne formule, je leur fais encore couper ça en deux. Parce que ce travail de compression, de réduction de leur script leur amène à penser simplement et à construire quelque chose qui reste quasiment basique, en fait, mais tellement simple que tout le monde va comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est quand même de susciter l'intérêt, de décrocher effectivement un rendez-vous, une commande, mais qui permet d'engager vraiment la discussion et l'échange. C'est ça, moi je fais la même chose, c'est que du coup, en général, j'aime bien qu'il y ait un pitch long, c'est pas grave. Parfois je leur dis lâchez-vous parce qu'il y a toujours, on peut faire un à propos, on peut faire plein de choses. Boum! Et je sors du cadre. Mais ouais, le truc c'est que moi je me dis c'est pas grave, long, comme ça on peut faire un petit peu storytelling, c'est pas grave. Moi je palpe plein de choses. Plein de choses. Plein de cheese aussi, parce que le sourire est important. Ça, c'est sûr. Et du coup, et après, je fais comme toi, je me dis, hop, on coupe. Et après, une fois que c'est coupé, hop, on recoupe. Parce que du coup, ça nous oblige à être simple et à se dire, si la personne doit garder 5 mots, c'est quoi? Et si la personne doit garder un mot en tête, c'est quoi? Parce qu'en fait, il faut faciliter la tâche, il faut faciliter la mémorisation. Si vous donnez trop d'infos, ça passe à la trappe. Le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Et le cerveau, en fait, va virer les informations. Il va les garder maximum 3 jours. Et après, il va se dire, c'est bon, c'est pas important, on a d'autres choses à faire. Pendant ce temps-là, il faut qu'on respire, il faut qu'on cligne des yeux. Je veux dire, notre cerveau fait énormément de choses, l'inconscient fait énormément de choses. Donc, il y a des informations qui va virer. Et c'est normal. Ouais. Donc, c'est pour ça, faciliter. Et plus vous facilitez, plus vous êtes court mais impactant. En fait, ça fait le job. Et après, la personne, en fait, si elle veut en savoir plus, ira vers vous. Il faut pas avoir peur de jouer le less is more. Donc, moins égale plus. On a souvent tendance à vouloir trop en dire. Dites-en moins, quitte à ce que la personne se dise, mais toi, en fait, je veux en savoir plus. Faut que tu me racontes des choses. Je veux savoir plus de cette personne. Si vous dites tout, après, il reste plus rien, en fait. Donc, n'ayez pas peur d'en dire moins. Peut-être de se dire, de titiller un peu plus, mais d'en dire beaucoup moins. Et pour ce, je vais reprendre aussi là pour l'histoire de la promesse parce que ça me travaille. La promesse forte, si vous avez du mal en fait à la trouver, moi un exercice que je donne, c'est d'aller vous prenez votre thématique, vous allez dans Google tout simplement, vous allez taper infographie avec votre thématique et en mettant 2018, par exemple, je sais pas, infographie nutrition 2018 ou j'en sais rien. Vous allez trouver un petit peu toutes les infographies, vous allez trouver énormément de chiffres, et c'est de se dire, quand vous allez le lire, à un moment donné, vous allez dire, waouh, ce chiffre-là, il va dans mon sens, en fait. Parce que naturellement, ça va venir booster votre communication en disant, mais en fait, ce que je fais, c'est génial, parce que quand je me vois qu'il y a 50%, donc soit une personne sur deux qui a besoin de moi, mais c'est cool. Ça va venir, en fait, confirmer votre pitch. Donc, faites de la veille, regardez toutes vos infographies, vous allez prendre des chiffres qui font mouche. Ces chiffres, vous allez vous les garder de côté et selon votre pitch, selon son objectif, selon sa cible, prendre le bon chiffre. Alors par contre, vous en prenez qu'un, parce que sinon les gens ils vont rien comprendre et ils vont tout confondre. Vous prenez un chiffre qui fait mouche, ça va venir aussi impacter et en fait confirmer votre promesse. Moi tout à l'heure, je sais pas si quand j'ai pitché par exemple, j'ai fait mon pitch et après j'ai tout de suite dit parce qu'on a que 7 secondes, nanana. Donc j'ai quand même mis un chiffre, juste pour venir confirmer ce que je viens de vous dire juste avant.
Donc pareil, ça se fait à l'inconscient, mais quand on fait ça, on se dit ah ouais quand même. Donc prenez un chiffre qui parle, ça va venir confirmer en fait votre phrase d'accroche, votre promesse, ce pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que du coup avec ces chiffres, on se dit ah bah ouais on comprend quand même. C'est important ce qu'elle fait. Donc alors pour ceux qui n'ont pas la promesse, regardez comme les infographies, comme ça vous allez vous dire mais ce chiffre-là ça va avec moi parce que mon message c'est ça. Et peut-être que vous allez mettre des mots, peut-être que vous allez trouver des combinaisons. Et c'est un très bon exercice quand on n'est pas trop sûr de son pitch parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Et le fait de venir valider avec un chiffre, avec une source, donc c'est pas vous qui le sortez du chapeau, c'est quelque chose qui a été prouvé ou démontré ou mesuré. Tous les paris. Yes. Et personne ne le dit aussi bien que vos clients, ceux qui vous connaissent. Parce que, alors, le conseil que je vais donner là s'adresse pas à ceux qui démarrent un business, parce qu'effectivement, au début, on cherche un petit peu quel est l'impact maximum qu'on a sur les gens. Mais quand vous avez déjà un petit vivier de clients, n'oubliez pas que la façon la plus simple de savoir réellement votre efficacité et savoir sur quoi elle porte, c'est de leur demander. Qu'est-ce que j'ai changé pour toi? Qu'est-ce que mon produit a généré? Qu'est-ce que tu as changé à mon contact? De façon à ce que, avec les mots de vos clients, vous ayez effectivement quelque chose à mettre dans votre pitch. Parce que on aura toujours un regard un petit peu différent de ce qu'on fait par rapport au regard que porte notre client sur notre activité. Et nous, on a effectivement une vision qui va dans le sens de nos objectifs, de ce qu'on aimerait faire, mais parfois, notre démarche et le résultat qu'on apporte va bien plus loin que l'objectif qu'on avait initialement en tête. Donc, demandez franchement à vos clients, ceux avec lesquels vous pouvez vous permettre, et très souvent, ils prennent ça vraiment comme un acte de confiance, et ça vous permet de retravailler et de roder encore un pitch qui sera plus efficace parce qu'il parlera avec les mots de vos clients. Et généralement, ils ont cette similarité, vos clients. Yes. Donc voilà, donc pour faire un petit récap express là de ce qui vient de se dire, c'est que votre pitch, donc déjà une accroche qui va venir ouvrir une boucle, qui va venir titiller l'esprit de l'autre pour se dire mais je veux en savoir plus. Avec, donc si vous avez un chiffre, si vous n'avez pas de chiffre, c'est un fait qui va faire mouche, qui va venir valider en fait votre promesse de façon inconsciente. Et ça va donner en fait une preuve. Ensuite, c'est aussi parler sur un comment en fait, c'est ce que vous faites, avec quelle méthode, ou si vous avez créé des méthodes ou un concept, ça aussi, il faut le dire, ça va venir rassurer et on va se dire la personne n'a pas sorti un concept du chapeau, c'est de dire voilà pourquoi je fais les choses, pourquoi je vais t'apporter ça dans ton business ou dans ta vie, en plus avec un chiffre, une situation qui fait mouche. Et moi, je travaille depuis je ne sais combien d'années pour aller valider en fait votre expertise et je travaille avec cette méthode-là ou ces outils-là. Tac, 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 et là vous détaillez. Alors pas besoin d'en mettre un parchemin, mais des choses qui vont être très percutantes. Et puis, ce fameux appel à l'action. Et dans le pitch, à un moment donné, il faudra dire à qui vous parlez. Alors, ça, on n'en a pas parlé, on en a parlé, mais sans vraiment parler dans un pitch. Dites à qui vous vous adressez en fait. Si vous accompagnez les entrepreneurs, les plombiers, etc., dites j'accompagne les plombiers parce qu'en fait, on peut pas le deviner. C'est pas parce que c'est évident pour vous que c'est évident pour les autres. Et parfois, on se dit, oh, mais je vais pas dire. Si, dites, parce qu'en fait, ça permet l'identification. Et ça, c'est super important. On parle dans le cerveau émotionnel quand on fait un processus d'identification. Et parce qu'une personne peut se sentir exclue par votre pitch en se disant, mais ça, c'est un truc pour les grosses boîtes. Et si vous dites, moi, je m'adresse aux petits entrepreneurs qui sont tout seuls, nanana, la personne, elle va se dire, waouh, en fait, c'est à moi qu'elle s'adresse. En fait, c'est pour moi qu'elle a créé ce concept. Et ça fait la différence. Donc, n'ayez pas peur de dire à qui vous vous adressez. Vous allez faciliter, en fait, le chemin de mémorisation et de compréhension de la personne. Donc, oui, voilà. Et comme ça, vous parlez à tout cerveau total, en fait. Pardon, mais j'allais dire, ça sert de filtre en plus, parce qu'effectivement, on a un marché cible en face de nous, et donc on s'adresse pas forcément à tout le monde. Donc si on est très clair par notre positionnement au début, finalement, on va pas attirer les personnes pour lesquelles on peut rien faire parce que notre offre est juste pas faite pour eux, ou tout simplement on n'a pas le bon angle d'approche, mais les autres vont se sentir d'autant plus concernés qu'on aura été spécifique dans notre démarche de présentation. Yes, en plus, parce qu'il y a un plus. Yes. En plus, quand on identifie, ça vous permet à vous d'être bien conditionné et de connaître bien votre cible. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on ne sait pas trop à qui on parle et qu'on veut parler à tout le monde, on va peut-être s'attirer des clients qui ne ressemblent pas ou des clients avec qui on s'est promis de plus travailler. Je sais pas, il y a des personnes qui se disent moi plus jamais je travaille avec les grands groupes. Et ça se trouve, on a pitché et du coup il y a un grand groupe qui vient, on ne sait pas lui dire non parce qu'il nous faut des clients et voilà.
Donc en fait, en identifiant, du coup, on s'attire la cible qu'on veut, la cible qui nous ressemble, qui ressemble à notre business. Et on peut aussi exclure ceux avec qui on ne veut pas travailler, parce que on n'est pas obligé de vouloir travailler avec tout le monde. Hein. C'est bien d'avoir un non négociable et de le connaître avant de créer son pitch, savoir avec qui je travaille et avec qui je ne travaille pas. Ça, c'est important. Donc, c'est pas de la prétention, encore une fois. C'est de se dire, moi, je sais que mon talent, il est pour ces personnes-là, pour ces personnes qui ont cette éthique-là, ou pour ce domaine-là. Et peut-être que pour eux, ça va pas avec mes valeurs, donc j'ai pas envie de le faire. Et du coup, je le sais à l'avance, donc je vais pas m'attirer ces personnes-là. Je le sais. C'est du conditionnement, mais c'est super important parce qu'après, on se retrouve avec des mauvais clients. On se retrouve à faire des choses, ou refaire des choses qu'on ne voulait pas. Et c'est fréquent, plus fréquent qu'on ne le pense. Alors que si vous avez ce critère d'identification et que vous êtes fier de le pitcher, vous allez vous attirer les bonnes personnes. Donc, testez. Yes. Tu dis justement quelque chose sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure, le test, parce qu'effectivement, au début, il y a ce petit travail de positionnement à faire. Donc, on va en tester de différentes versions, mais c'est comme pour tout lancement de produit. Avant de savoir ce qui rencontre vraiment son marché et de trouver justement le bon angle d'approche, eh bien, on essaie de différentes formules. Pardon. Et vous le verrez statistiquement quand vous aurez justement plus d'action derrière après votre pitch, c'est que vous aurez trouvé la bonne formule. Et on parlait de faire court, et je reviens juste vite fait là-dessus. L'exercice de travailler large et de recouper en deux, puis en deux, encore une fois, ce qui finit par couper le discours en quatre, vous permet aussi de vous rendre adaptable, parce que il y a des formats de pitch qui peuvent durer parfois 25 minutes, 1 heure, et puis il y a des contextes dans lesquels vous aurez qu'une seule minute ou 5 minutes pour vous présenter. Et donc si vous avez à la fois une version longue, une version courte, une version intermédiaire, eh bien ce sera beaucoup plus facile de jongler, d'avoir des choses à dire, parce que vous aurez du coup fait cet exercice de compression au départ. Yes. Et moi, du coup, je voulais donner un petit conseil à toutes ces personnes là qui nous écoutent, qui nous regardent et qui vont regarder en replay. C'est qu'en fait, qu'on se le dise, il y a énormément de gens qui ne savent pas pitcher. Moi, j'écoute beaucoup et je me dis, il y a énormément de gens qui ne savent pas pitcher. Donc, vous avez l'occasion de prendre une longueur d'avance en networking, en pitch dating, en tous les événements. Vous avez vraiment une longueur d'avance à prendre. Les gens ne savent pas pitcher, écoutez-les. Beaucoup ne savent pas pitcher. Et parce qu'il y a des méthodes pour ça. Donc, si vous êtes sensible au sujet, vous avez tout intérêt à soigner votre pitch et prendre une longueur d'avance parce qu'il y a du coup, vous avez, je pense, du potentiel. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez un truc en plus. Donc, foncez et c'est vraiment mon conseil. Parce que là, c'est gagnant pour vous et vous allez gagner en temps, vous allez gagner en clients, vous allez gagner en notoriété, vous allez gagner en impact, vous allez gagner en tout et même en confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment pitch gagnant, c'est une stratégie. On le met trop au second plan en se disant ouais, je suis spontanée, je sais parler, c'est bon, t'inquiète, je gère. Non, en fait, tu gères rien du tout. Quoi. Donc, Mais tellement. Et aujourd'hui, je m'aperçois même qu'il y a des gens qui veulent apprendre à pitcher, mais dans une configuration dans laquelle on est peu habitué à le voir faire, c'est dans le cadre d'un recrutement. Alors aussi bien du côté recruteur que du côté recrue et même étudiant. Parce qu'aujourd'hui, faut être capable de se vendre dans n'importe quelle situation. Et donc, c'est du pitch, purement et simplement. Et c'est fini l'époque où les grandes boîtes passaient une annonce pour recruter les bons candidats. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, même au sein des grosses entreprises qui recrutent, pour avoir la pépite, vraiment la super recrue qu'ils souhaitent, que si eux-mêmes n'ont pas le bon discours pour se vendre lors des entretiens de recrutement et se faire donc acheter par les recrues, eh bien, ils passent à côté du profil qu'ils avaient vraiment envie d'attirer, quoi. Donc, on voit que l'enjeu, il est partout et qu'il faut être capable d'avoir les bons mots mis dans le bon ordre et avec le bon mot de la fin, notre fameux appel à l'action. L'appel à l'action. Donc voilà, donc soyez orientés sur les autres et pas sur vous. On pitche pas pour soi, pour se dire regardez moi ce que je fais, regardez mon concept c'est le meilleur, regardez mon truc c'est trop bien. Non, c'est regardez ce que je peux vous apporter, regardez ce que vous pouvez devenir, regardez ce que je peux faire, regardez ce que vous pouvez ressentir avec ça. Voilà. Et j'aide à ou mes produits aident à. Ouais, et derrière, il y a une formule qui se trouve. Ouais. Voilà, c'est vraiment, il y a un truc, c'est vers l'autre. Et pareil, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que mon client doit ressentir comme sensation? Quelle est la sensation que je veux lui faire ressentir? Mettez des mots là-dessus, en fait, mettez-en plusieurs. Mais on peut mettre des mots émotionnels et on peut mettre aussi des mots un peu plus
des choses un peu plus factuelles. Hein. Donc, et parfois les deux combinaisons, vous trouvez votre pitch, vous trouvez votre promesse, votre accroche. Donc jouez à ça en fait. Projetez les gens dans votre produit parce que c'est ça qui va faire la différence. Faut les mettre dans le futur. Pas les focaliser sur le problème, ou leur inventer des nouveaux problèmes, ou jouer trop sur l'émotion de la peur ou de la tristesse. Non, c'est tout de suite waouh. Regardez ce qu'on peut faire avec ça et jouer sur les bénéfices. Pas forcément sur la souffrance en pitch. On n'a pas envie de souffrir quand on vous entend pitcher. On a envie par contre d'avoir des étoiles dans les yeux. Donc soyez des apporteurs d'étoiles dans les yeux. Ça c'est cool. Et j'ai une petite astuce pour les gens qui sont sur LinkedIn, parce qu'on a parlé là des salariés, mais les entrepreneurs aussi y sont si on a du B2B. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, donc l'astuce du jour à mettre en place tout de suite, maintenant, dans les 5 minutes qui arrivent, c'est de ne plus vous présenter par votre fonction en mettant par exemple, donc moi c'est Lucie Michaud, si je mettais experte en stratégie de marque, ce que j'ai mis moi c'est Lucie Michaud, démarquez-vous, et après j'ai mis experte machin. Donc, mettez votre promesse dans le titre de votre fonction. Parce que quand vous allez faire des posts, on va voir. Donc, par exemple, celui qui, moi, j'aide à démarquer, mais du coup, j'ai des clients qui vont marquer soyez différents. J'ai d'autres clients qui vont mettre, je sais plus, apporter des affaires, décrocher des contrats. Voilà. C'est pas marqué commercial, c'est décrocher, je sais pas quoi. Apporteur de chiffre d'affaires, nanana. Mettez votre plus-value, votre valeur ajoutée. Ce truc, on se dit, la personne m'intéresse. Ça, voilà, ça va faire la différence. Donc ça, c'est vraiment l'astuce à mettre tout de suite dans vos business. Et pour ceux, encore une fois, qui sont salariés, par exemple, moi, je te rejoins, Anthony, là-dessus. C'est que, en entreprise, c'est aussi un pitch. C'est parler comme si vous aviez une offre de service. Donc, c'est pas comme si vous présentez un CV, parce que vous n'êtes pas là pour présenter un CV. La personne a déjà votre CV si vous avez décroché un rendez-vous. Donc, quand vous êtes en face à face, vous ne présentez pas votre CV, on l'a déjà. Par contre, vous allez dire ce que vous pouvez apporter dans cette entreprise. Pourquoi votre expérience et votre expertise va faire la différence. De quoi cette entreprise a besoin et comment vous aidez cette entreprise. Et pas comment elle vous aide à payer vos factures. C'est ça le switch. C'est de dire, moi, je peux vous aider à faire ça, parce que j'ai les compétences pour. C'est vraiment une offre de service et pas comme une offre de travail. Et pareil, c'est un petit switch cérébral, mais ça peut hacker, on va dire, votre posture. Parce que quand on arrive comme quelqu'un qui offre ses services, on a une autre posture que comme quelqu'un qui va demander un emploi. Là, on est un peu plus, on attend un oui. Alors, c'est une offre de service, on a envie de dire, tant pis, il y aura peut-être 10 personnes qui vont venir à moi. Donc, c'est une posture différente. Donc, voilà. Et tout ça, c'est aussi des méthodes, on va dire, de pitch. De la pitcherie. Bon, et nos pitchoulous, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils ont des questions? On va peut-être laisser un peu leur... Est-ce que vous avez des questions? Donc, du coup, il y a... Ah, je vois plus le commentaire de Brahim qui nous disait comme la méthode. Et je sais couper chez moi, donc je vais regarder sur mon téléphone. Je sais pas si tu la vois, toi, Anthony. Non, je vois la même chose que toi, du coup. Ouais. Hop là, parce que ça a coupé mon... Ah, voilà, attends. Bim. Comme la méthode brise-glace de Big Hall. Big Hall. Je ne connais pas cette méthode. Alors, brise-glace, oui, de l'icebreaker, c'est vachement bien. Donc, notre accroche, c'est un peu un icebreaker, en fait. C'est un peu un brise-glace, hein. C'est complètement ça, hein. Donc, j'irai voir un petit peu plus cette méthode-là, Brahim. Mais c'est vrai que c'est un icebreaker. En fait, on est là pour briser la glace. Tout de suite, on titille et on va ouvrir une boucle. Et pour ceux qui sont un peu plus audacieux ou un peu plus... je dirais un peu plus audacieux, vous pouvez mettre une phrase contrastée ou une phrase qui provoque en début de pitch, parce que ça va venir en fait titiller les esprits. Alors tout le monde ne peut pas le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et si votre posture elle fait tout le contraire, ne le faites pas. Mais quelqu'un qui est un peu plus dans l'audace ou la provocation, vous pouvez faire une petite phrase un peu provoque, juste pour que les gens se disent waouh, pourquoi il nous dit ça? Et ça peut marcher. Mais selon votre état d'esprit et selon votre caractère aussi. Ouais, il faut que ça colle. Mais il y a un truc qui marche bien, et d'ailleurs il y a beaucoup de blogs qui s'en servent, c'est la démystification. Par exemple, quand on dit pourquoi tous les régimes alimentaires ne fonctionnent pas, oui. Ça interpelle, et notamment si je suis concerné parce que je fais un régime, d'un coup je vais être tenté de lire l'article parce que je me dis mince, je suis en train de faire un truc qui fonctionne pas, et lui a sans doute, parce que du coup ça suscite l'intérêt pour qu'est-ce qu'on m'apporte d'autre
si ça ne fonctionne pas, quoi. Bien sûr. Et donc ça fait partie de ces types d'accroches hypnoptiques sur lesquels je fais travailler mes clients, parce que ça les rentre tout de suite ça fait rentrer leur auditoire dans un faisceau qui fonctionne grâce à cette technique pour capter l'attention. Tout à fait. Du coup, j'ai Valérie qui disait il y a 2 choses à faire dans un pitch pour Lucie, il me semble. Donc en fait, moi j'en ai 4, parce que c'est vrai que je parle au cerveau total, et donc le cerveau total, c'est 4 préférences cérébrales. Donc on va dire 2 qui sont dans l'hémisphère droit, qui sont un peu plus dans l'émotion, la créativité, 2 qui vont être dans l'hémisphère gauche, la logique et la raison. Et en fait, en gros, si on veut faire un tour pour boucler la boucle, c'est vraiment de se dire, moi je m'adresse à un pourquoi. Donc là, c'est la partie en fait promesse, bénéfice. En fait, cette partie pourquoi, c'est de titiller et c'est de susciter en fait l'intérêt, d'intriguer. On est là pour stimuler la partie du cerveau. Ensuite, je vais dans la partie quoi. Et le quoi, c'est soit le fait, le chiffre, c'est en fait quelque chose qui va venir confirmer. Et là, du coup, on rebascule dans la partie un peu plus logique. Parce que c'est bien de faire réfléchir les gens, mais c'est bien de remettre un côté logique. Parce que du coup, le cerveau est équilibré, peu importe nos préférences cérébrales. Donc c'est pour ça qu'on ne s'adresse pas à un bout de cerveau, on s'adresse à un cerveau total, d'où ma méthode. Donc d'abord le pourquoi, ensuite un quoi pour avoir un chiffre ou un fait qui fait mouche, pour expliquer et venir valider le pourquoi. Ensuite, on va aller un peu plus dans le comment. Donc le comment, ça peut être votre expertise, une méthode, un outil, une démonstration, si c'est un produit. Parce que là, du coup, on va parler au cerveau qui est un peu plus pragmatique, qui a besoin d'être rassuré. Ce qui est normal, on a tous besoin d'être rassurés. Donc ça, c'est pour ça qu'on va mettre un petit peu de comment, une procédure, donc peu importe. Et puis ensuite, on rebascule dans la partie droite qui va être mettre un peu d'émotion et mettre aussi à qui on s'adresse, parce que là, on est vraiment dans l'émotion et du coup, on va faciliter l'identification. Donc c'est le pour qui, et du coup, dans le pour qui, donc c'est comme je viens de dire, l'identification et quelle sensation la personne doit ressentir, quelle émotion je veux générer, etc. Et là, on parle à un cerveau total, juste avec un pourquoi, quoi, comment, pour qui. Voilà, et ça c'est donc pour ceux qui veulent ce lead magnet là, qui n'est pas sur mindsetematch.com, parce que je l'avais retiré, parce que voilà, je suis en train de refaire les pages de mon site. Vous me dites en commentaire et je vous l'enverrai gentiment. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc j'ai vu, donc il y avait Jean-Rémy qui disait oui, super la méthode, le mémo VRP, on redit, c'est voix, regard, posture. Et ça, yes. C'est super important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc on a beaucoup parlé parce que nous, c'est des sujets qui nous passionnent. On peut rester 10 ans dessus. Ou des remarques, puisque nous sommes ouverts aussi bien sûr. à la critique et puis aux idées des autres. C'est comme ça qu'on s'enrichit le mieux. C'est ça. Moi, j'ai aucun problème avec la critique, donc aucun souci. Pareil. Donc voilà, donc nous dire. Et puis alors pour les personnes qui regarderaient le replay, je le marquerai de toute façon en haut. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on y répondra de toute façon. Absolument. Donc voilà, donc ça c'est cool. Nicolas, j'espère que pour la promesse, donc si besoin, de toute façon, je sais que tu es dans la branding session, on peut en reparler et tu peux me soumettre tes promesses. Et si tu veux que je jette un coup d'œil, ça sera avec plaisir. Donc pareil pour tous les autres, si vous avez des questions ou nous soumettre quelque chose, une remarque ou une idée. On vous aidera bien volontiers. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai Lionel qui nous fait ça. Donc ça, c'est cool. Et du coup, Marie, merci pour ces conseils. Donc pareil, Marie, si tu as une question, n'hésite pas. Anne, c'est pareil. Donc en tout cas, Anthony, c'était super de t'avoir parce qu'on a dit beaucoup de choses. Donc je vais essayer, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, pour la semaine prochaine, faire un article de ce qu'on s'est dit. Et puis, du coup, je mettrai aussi la vidéo sur YouTube. Je mettrai la vidéo, le replay. Et puis, je ferai un article de tout ce qui s'est dit. Comme ça, on pourra aussi... Je mettrai tes coordonnées. Yes. Comme ça, on continue à partager. Et en plus, je trouve qu'on se complète bien. Yes. Bim. Bam. Donc, voilà. Et en plus, c'est marqué le BAM en haut. Non, là-bas. Yes. Voilà. Et du coup, j'ai Brahim qui nous dit... Hop là... Alors, pourquoi chaque fois c'est tout coupé? Hop là. Ah, c'est là. On va mettre ta question ici. Et du coup, je vois... Pour un débutant, combien ça prend de temps pour se former pour ce pitch ou speech? Effectivement, ça peut se rejoindre.
Alors ça c'est une vraie bonne question parce que il n'y a pas de, tu peux y aller à la fois à ton rythme. En tout cas, là je vais juste parler 2 minutes pour la formation que j'ai créée. J'ai créé une formation qui promet en 2h30 d'avoir préparé un pitch. Le but c'est comme j'ai des clients qui font partie de start-up et qui des fois décrochent des rendez-vous du jour pour le lendemain pour préparer une levée de fonds et où ils ont décroché un rendez-vous avec un groupe de business angels. Ils n'ont pas 15 jours à y passer pour se préparer et devenir les rois du pitch. Donc, j'ai fait en sorte de leur permettre d'aller à l'essentiel dans la formation et de repartir avec un pitch tout pondu en 2h30 qui va faire un maximum de boom. Mais après, effectivement, c'est des choses qu'on peut parfaire avec le temps et on peut prendre un peu plus son rythme. Mais il n'y a pas de règle en la matière. Il y a une question de point de départ, j'ai envie de dire, quelle est la problématique première pour toi de pitcher et s'il y a un sujet spécifique sur lequel te mettre à l'aise pour te faire aller jusqu'au point B finalement et te rendre parfaitement crédible, remplir le costume, jouer le leader inspirant et celui qui engage l'action. Mais il faut pas 2 mois, hein. Ça c'est sûr, c'est ça. En fait, ça sera mieux dans 2 mois qu'aujourd'hui, ça c'est une certitude, parce que plus tu pratiqueras, meilleur tu seras. Mais tu peux déjà totalement renverser et créer un truc vraiment clairement efficace en un minimum de temps si tu appliques les bonnes méthodes, quoi. C'est tout. Il y a pas de secret, il y a des techniques. Yes. Et en plus, c'est vrai que plus on est motivé et plus il nous faut un pitch et plus on le prend le temps en fait, et on peut aller très vite. Par contre, ce qui ne va pas vite, c'est quand on fait un semblant de pitch, qu'on arrête ou qu'on le fait pas à fond et que finalement on reprend nos vieux démons à pitcher à l'arrache. Mais c'est vrai que si on est dans une optique de pitcher et que c'est vraiment un objectif, après ça peut aller vite. Mais après, comme tu dis, hein, selon son objectif, selon notre personnalité, voilà. L'implémentation, c'est vrai que c'est pas la même chez tout le monde. C'est ça. Pour les après, plus ça devient motivés, une ça drôle. peut aller très vite. Mais ouais. On peut plus se passer de pitcher. Après, on pitch à tout va. C'est ça. Mais après, moi je trouve que c'est plaisant en fait quand on a un pitch bien maîtrisé, de pouvoir pitcher en networking ou même dans la rue ou même à son commerçant du coin. Parce que du coup on parle avec passion, c'est devenu un petit peu quelque chose en pilote automatique et du coup il y a la passion qui ressort de plus en plus. Et les gens le perçoivent et ça c'est génial. Parce que du coup on est dans le partage et ça c'est cool d'arriver à ce stade-là en fait. Exact. Et tu sais, je disais tout à l'heure sur le ton de la... Pardon. Non, vas-y. Je disais sur le ton de la plaisanterie, d'apprendre à pitcher aussi pour le dimanche midi chez mamie, mais c'est un super exercice en fait. Parce que si tu arrives à faire comprendre à ta grand-mère en quelques mots simples ce que tu fais, et même si tu as un business peut-être un peu obscur, ou qui paraît un peu bateau, ou au contraire tout à fait original, eh bien cet exercice, si mamie arrive à le comprendre, moi ma grand-mère elle utilise un iPhone, donc c'est peut-être pas le meilleur test. Mais en tout cas, c'est un bon exercice, effectivement, pour pouvoir vulgariser et rendre les choses simples et efficaces. Ouais, et je vais encore aller plus loin. C'est un super exercice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des gens de votre famille ne savent même pas ce que vous faites. Donc en fait, de pouvoir leur faire comprendre ce que vous faites, ça peut aussi vous déclencher des opportunités d'affaires parce qu'ils vont pitcher pour vous en disant, bah tiens, ma fille a fait ça, mon fils il fait ça, mon neveu il fait ça. Et en fait, les gens nous mettent en contact. Par contre, s'ils ne savent pas ou ne comprennent pas ce que vous faites, bah du coup, on peut pas pitcher pour vous. Et on s'est rendu compte que dans les stats, les gens les plus proches de nous ne savent pas en fait ce qu'on fait. Et le jour où ils découvrent, ils se disent mais tu fais ça toi en fait. Et ça peut être nos plus grands alliés. Donc voilà, peu importe qu'on se dise on n'est pas dans le même, on n'a pas les mêmes business, on n'a pas le même, on n'est pas dans les mêmes domaines. Voilà, on s'en fiche en fait. Pitcher parce que ça peut vous apporter des affaires et en tout cas la personne pourra pitcher pour vous et en disant tiens mais attends mais je connais une personne qui a besoin de toi en fait, tiens je peux te mettre en connexion avec le petit-fils de machin de bidule. Et il y a des connexions qui se font comme ça. Donc le réseau c'est pas qu'un réseau un peu consanguin où on est que entre nous. Non, faut s'ouvrir, faut pitcher à droite à gauche et ne pas avoir peur de savoir et de mettre en avant ce qu'on fait. Donc voilà, le pitch, on peut le dégainer. Et du coup, qu'est-ce que tu penses là-dessus ? Alors le pitch, on peut dire pitch ou on dit plus pitch ? Le pitch, ça se mange ou... Ouais, alors moi j'ai surfé un petit peu sur la polémique justement pour enfler un peu le truc et en faire un petit sujet provoque. Mais
déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de réelle définition française équivalente. Donc, on sera bien embêté pour le dire. Et puis surtout, ce terme, il est tellement aujourd'hui repris de toutes parts, et surtout dans l'univers startup, que si tu dois le remplacer, ça devient très complexe, quoi, parce que soit encore une fois, il va falloir inventer un mot, soit on va le remplacer par une expression francisée qui n'aura pas le même sens, quoi, au final. Aujourd'hui, quand on parle de pitch, les entrepreneurs modernes savent de quoi il s'agit. Et en tout cas, si on a besoin de chercher une définition, on la trouve assez rapidement. Ouais, ou sinon on peut le remplacer par brioche, comme ça, et on leur dit qu'ils peuvent plus prendre brioche. Donc voilà. Non, en tout cas, voilà, le pitch, c'est ce qu'on doit toujours avoir dans la poche et qu'on doit être prêt à sortir à tout moment. Et je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Puisque le pitch est là pour nous vendre ou vendre ce que l'on a à apporter comme aide ou comme service, il faut évidemment qu'on soit le plus souvent à le dire. C'est comme la vente. Celui qui ne propose pas ne vend pas. Statistiquement, je veux dire, c'est même pas discutable. Donc le pitch, c'est la même chose. Plus on fait l'effort de se présenter et d'expliquer ce qu'on fait à un maximum de monde, plus on a de chances de créer des connexions et d'avoir effectivement derrière des commandes, des recommandations d'affaires et autres. Yes. Et d'enlever un petit peu ce préjugé qu'on a tous de dire ah mais si je dis la même chose je vais être saoulant, je vais saouler les gens. Non, moi ça fait 34 ans que j'entends que les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon et ça marche. Donc et limite ça devient naturel. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je mets à toutes mes sauces démarquez-vous et marquez les esprits et parce que c'est votre image qui est en jeu. Bien dit. Yes, bon, ça fait quand même 1h21 qu'on est en live, donc merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, encore une fois, je vous le dis, vous le mettez dans le chat et on y répondra, même plus tard, c'est pas grave. Si vous avez des choses à nous soumettre ou si vous voulez notre avis, eh ben on vous le donnera. Et pour télécharger donc le lead magnet d'Anthony, c'est ici, là, non, là-bas, voilà, je sais plus. Bref, oui, Anthony Léger. Juste en dessous. www.goentrepreneur.fr pour récupérer mon e-book, ce que j'appelle mon livret numérique plutôt. Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres? Là, c'est sur mindsetmatch.com. Et puis voilà. Et pour ceux qui veulent l'autre lead magnet secret, dans ce cas-là, vous mettez un petit com et je vous l'envoie. Ou vous mettez un petit MP. Et puis voilà, puis on va vous laisser. Donc pitchez bien parce que comme je le répète, vous avez une longueur d'avance que vous pouvez prendre et du coup prenez-la. Moi c'est un conseil. Après, voilà. Si vous ne pouvez pas la prendre. C'est un enjeu de business derrière, clairement. Carrément. Merci en tout cas à vous d'avoir été attentifs, curieux, interactifs. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Yes. Et puis on espère vous retrouver de l'autre côté à travers vos questions ou directement en nous sollicitant. Yes, et si vous avez d'autres sujets, vous pouvez aussi les mettre dans le chat et on fera d'autres lives. Voilà. Bon, on vous dit à bientôt. Ciao. Salut Jean-Louis.